Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme vous le savez, notre chaîne rencontre des difficultés. Nous ne sommes plus en mesure de vous proposer un journal télévisé présenté tous les soirs de la semaine. Toutefois, en ce 13 mai 2025, il nous paraissait important de retrouver l'espace de cet instant, ce lien avec vous. Il y a un an, jour pour jour, le pays est entré dans une période sombre de son histoire. 14 personnes ont perdu la vie, 13 000 emplois ont été détruits et près de 800 entreprises ont été brûlées ou sont dans l'incapacité de reprendre leur activité. Au-delà de ces chiffres, il y a surtout des blessures visibles et invisibles, des silences, des inquiétudes pour l'avenir. Dans Nouméa et son agglomération, notamment, la peur de l'autre s'est parfois ancrée, laissant de profonds traumatismes. Aujourd'hui, pour ce premier anniversaire, il n'est pas question, pour nous, de raviver les tensions ni d'effacer ce qui a été vécu. Mais si nous devions regarder en arrière, en dépit de la fracture sociale, il y a avant tout, nous, les citoyens du pays. Nous entendons par là ce pays multiculturel. Nous nous souvenons de la solidarité et du courage qui sont spontanément apparus après le 13 mai dans les rues de Nouméa, et en Brousse aussi, et qui s'expriment encore aujourd'hui. À Calédonia, nous avons continué jour après jour à raconter le quotidien du pays. Nous avons essayé de montrer la profondeur et la complexité de la situation créée. Et vous nous avez montré, partout où nous sommes allés à votre rencontre, que le vivre ensemble tenait bon. Nous avons pu filmer cet esprit de solidarité et de partage parce que vous nous avez fait confiance et nous sommes engagés à ne pas déformer la réalité. Nous pensons que c'est bien là notre devoir, savoir conjuguer nos différences. Au-delà du clivage politique et du récent échec de l'accord de Déva, il y a bien une société qui forge jour après jour l'identité du pays. Un an après les violences du 13 mai, nous avons donc souhaité revenir sur ce douloureux événement en toute humilité, sans omettre les violences, ni laisser s'effondrer la paix, la dignité et la solidarité qui ont tenu bon. La mémoire du 13 mai nous rappelle que rien n'est jamais acquis. Beaucoup d'entre nous doivent encore surmonter les difficultés. Pour notre part, nous continuerons autant que nous pourrons notre mission d'utilité publique, vous informer. Dans les minutes qui suivent, nos journalistes ont consacré leur sujet à la crise du 13 mai et leurs conséquences. Merci à vous de nous suivre et à continuer de nous faire confiance. Coïncidence ou pur hasard, en ce 13 mai 2025, c'est une première dans l'histoire du centre de détention de Koné, inauguré en février 2023. 5 détenus se sont évadés la nuit dernière. Après que des taches de sang aient été retrouvées sur le chemin de ronde du centre pénitentiaire, l'alerte a aussitôt été donnée auprès de la gendarmerie de Koné à 6 h ce matin. Un important dispositif de sécurité terrestre et aérien est alors mis en place. À 9 h 30, 2 d'entre eux ont été interpellés dans ce secteur. Pour l'heure, les investigations se poursuivent. La zone est quadrillée par les forces de l'ordre pour tenter de retrouver les 3 autres fugitifs toujours dans la nature. Des personnes qui disposent d'informations sont appelées à composer le 17. Le processus du dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie a contribué à exacerber les tensions politiques et sociales en Nouvelle-Calédonie. Fin d'année 2023, l'État présente son projet de dégel du corps électoral pour les prochaines provinciales. Il envisage d'élargir le corps aux résidents de plus de 10 ans en Nouvelle-Calédonie. L'UC, l'Union calédonienne, principale composante du FLNKS, est fermement opposée. Il crée le 18 novembre 2023 la CCAT, la cellule de coordination des actions de terrain, pour mobiliser massivement. Malgré quelques premières mobilisations, le 29 janvier 2024, à Paris, Gérald Darmanin dépose au Sénat le projet de loi constitutionnelle visant à élargir le corps électoral aux résidents. Au pays, les indépendantistes dénoncent une remise en cause des acquis de l'accord de Nouméa. Le temps montre entre les partis loyalistes et indépendantistes. Les mobilisations restent limitées à des déclarations politiques. Après avoir adopté au Parlement le 18 mars 2024, le 2 avril 2024, le Sénat adopte le texte par 233 voix contre 99. C'est la première étape vers une révision constitutionnelle. En Nouvelle-Calédonie, des premières manifestations plus organisées apparaissent. La cellule de coordination des actions de terrain intensifie sa mobilisation. Le 13 avril 2024, 2 grandes manifestations ont lieu à Nouméa avec les opposants et les partisans à l'élargissement du corps électoral. Près de 32 000 personnes selon les forces de l'ordre, dont 15 000 indépendantistes sur la place de la Paix et 17 000 loyalistes se rassemblent à Port-Moselle. Ce face-à-face symbolique se déroule dans le calme, mais il illustre la polarisation croissante autour de la réforme. L'Assemblée nationale valide le projet de loi constitutionnelle. Le président de la République annonce une réunion du Congrès de Versailles en juin pour finaliser la révision.
Au pays, la situation dégénère. Les émeutes éclatent dès la nuit du 13 au 14 mai à Nouméa, avec des barrages, incendies et affrontements. La Nouvelle-Calédonie bascule dans une crise insurrectionnelle. C'est une journée commémorative protocolaire qui s'ouvre. Dépôt de gerbes en mémoire des victimes et inauguration d'un pharé réalisé par les militants indépendantistes. Alors que la CCAT a assuré dans un communiqué organiser aucune mobilisation ce 13 mai, à Ponériouin, l'heure est au recueillement. Il ne faut pas garder la colère, pas garder rancune. Il faut continuer à avancer parce que mine de rien, on avance. Malgré tout le chemin parcouru, malgré tous les embûches, on avance. La CCAT, accusée par plusieurs formations politiques non indépendantistes d'être à l'origine des émeutes, appelle ici au calme. La journée est rythmée par des chants et des prises de parole. Donc la symbolique de la journée d'aujourd'hui, c'est la commémoration de nos martyrs. Donc 13 mai 2024, 13 mai 2025, ça fait un an, on se doit de le marquer, c'est le devoir de mémoire. Le FLNKS, la mouvance indépendantiste, est dans une dynamique positive. Un an après le passage du projet de loi visant à dégeler les listes électorales à l'Assemblée nationale, sur la côte Est, des commémorations sont organisées. Tous les dirigeants de l'Union calédonienne sont sur le terrain. À Ponériouin, le relais CCAT reçoit le secrétaire général, Dominique Fouchy, présent lors des discussions avec le ministre Manuel Valls. Aujourd'hui, on se rend compte que le chemin dans lequel le FLNKS, la mouvance indépendantiste, s'est construit depuis plus de 40 ans, elle porte ses fruits aujourd'hui, parce qu'on voit très bien que d'autres nous rejoignent. Ça s'est vu dans toutes les marches pacifiques de la CCAT, puisque on a vu des gens d'autres ethnies venir nous rejoindre. Et là, ça s'est concrétisé dans le cadre des législatives l'année dernière. Et là, ça se concrétise aussi dans le cadre des discussions. Aujourd'hui, on a face à nous, on va dire peut-être une minorité, des élus qui sont mis en minorité par rapport à leur projet. Donc aujourd'hui, vous êtes confiant? On est confiant pour la suite. L'occasion ici pour l'Union calédonienne de rappeler que le projet présenté par le ministre des Outre-mer Manuel Valls restera, pour eux, la base des prochaines discussions. Un an après la crise insurrectionnelle du 13 mai, les quartiers nord de Nouméa gardent les traces des violences de cette période. Au-delà des dégâts matériels, les impacts de cette crise se vivent à la maison. Dans la zone de Pierre-Lanquette et de Moravel, nombreux sont les foyers à faire face à la hausse de la précarité. La précarité, bien sûr, elle s'est creusée. Beaucoup de familles ont perdu leur travail, du coup leur logement par derrière. Beaucoup de familles sont retrouvées à la rue. Avec tous les problèmes qu'on connaît maintenant, toutes les familles s'organisent dans le quartier pour pouvoir avancer et pouvoir faire face à cette précarité qui s'installe, parce qu'elle n'est pas finie de s'installer, elle continue. On dit que le 13 mai a révélé la précarité, mais comme si, quand je disais toujours, on a ouvert une fermeture et on a déclaré, tiens, il y a de la précarité ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Nous, on a toujours vécu avec la pauvreté. Nous, on a tellement l'habitude de vivre avec cette pauvreté qu'on s'adapte aux situations. Selon Marcel Toyon, la tension est toujours palpable dans la zone un an après le 13 mai. Maintenant, on entend un baboum, mais pour les petits, ils courent, ils rentrent dans les maisons. Le 13 mai a laissé des traces chez les jeunes, les plus vieux, mais les plus jeunes aussi. Ici au quartier, tous les jeunes sont toujours là. La tension, elle est toujours palpable au bout d'un an, parce qu'on attend toujours un accord politique, on attend toujours beaucoup de nos politiciens, parce que c'est eux qui vont nous donner la solution. Un peu plus loin, dans la zone de Ducos-Caméré-Étendu, l'association Solidarité Presqu'île Ducos souhaite être force de proposition et de solution dans cette zone, dont une grande partie est précaire. Nous, on peut vous donner une prochaine marque, si vous voulez. Il faut juste nous donner votre numéro de téléphone. Pas le téléphone, comme j'ai pas le téléphone. Oui. D'accord. Mais vous habitez la rue? Au bout d'1 an, on a pu livrer plus de 4500 personnes, qui correspond à environ 800 familles. Il y a certaines familles qu'on livre, des fois ça fait mal au cœur. Plus tard que samedi, on a livré une famille. La maman vient de retrouver un travail, elle a perdu son travail l'année dernière.
Et dans sa maison, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Et elle est avec des enfants en bas âge. Du coup, c'est vraiment au cas par cas. Quand on livre des familles, on se rend compte que des fois, la situation, on voit une maison, mais on ne sait pas le quotidien des familles à l'intérieur. Au-delà des dégâts matériels dans la zone, ce sont les pertes humaines qui ont laissé de lourdes traces dans la mémoire des habitants. 4 jeunes y ont perdu la vie. En arpentant tous les quartiers, on passe sur les différents endroits où ces jeunes ont perdu la vie. Et aujourd'hui, reprendre la vie d'un point de vue économique et même d'un point de vue émotionnel, c'est assez compliqué pour les personnes ici. On a ce spectre-là de ces enfants qui ont perdu la vie. Et moi, en tant que jeune surtout, c'est se dire que ces jeunes-là, ils avaient mon âge. Ils avaient des rêves, ils avaient des familles. Avec Solidarité Presqu'île de Ducos, on tenait à marquer ce temps de deuil, à respecter ce deuil des familles, du fait de ne pas redynamiser par des marchés, par des activités. Et je pense qu'aujourd'hui, à la date anniversaire, on a beaucoup de projets qui arrivent pour notre secteur. Et nous, on a cette volonté de revenir, de montrer que la vie, elle continue. L'association qui a vu le jour en pleine crise du 13 mai s'organise pour perdurer dans le temps. Elle souhaite aider, mais surtout redonner espoir aux habitants de la zone. Un an où on n'est que des bénévoles en fait. On n'est pas payé pour faire ce qu'on a fait. Un an après, c'est aussi un an de sacrifice, où on s'est engagé en fait, pour s'aider, pour s'entraider. J'ai pas envie qu'on retienne que la violence et ce qui s'est passé de négatif. J'ai envie aussi qu'on retienne le message que on doit revenir à nos valeurs humaines, d'entraide, d'amour, de paix. On doit revenir à ces valeurs-là, qui sont aussi pour moi des valeurs chrétiennes. Et j'ai envie qu'on retienne ça en fait un an après, voilà, et qu'on continue à le faire. Les quartiers nord de Nouméa sont ceux qui ont été les plus impactés par la crise insurrectionnelle du 13 mai. J'étiquette et tu mets en vitrine. Ouais. Oui. Alors, c'est pas ici. Tu mets en bas et comme ça, quand il y a les queues taureaux, ça va faire vert. Alors, ça fait rouge-vert. En vitrine, on essaie de ranger un peu par couleur pour que ça donne envie aux gens de... Si on met que des maquis blancs, ça va pas rendre joli. La famille Tomiyama reprend du service après un an de fermeture. Le 17 mai dernier, durant les émeutes, leur enseigne de plats à emporter japonais avait été pillée puis incendiée. Arrivés du Japon en 1986 avec l'envie de partager un bout de leur culture, la famille a vu tout son rêve partir en fumée. Malgré les pertes financières et le moral au plus bas, l'amour pour le pays et la cuisine japonaise leur a donné la force de reconstruire. Le nouvel établissement a pu rouvrir ses portes il y a quelques jours, un soulagement après toutes ces épreuves. C'était chaleureux et aussi parce qu'on entend bien des gens qui sont contents de nous retrouver. Voilà, et puis c'est vraiment intense aussi, voilà, c'est ce qu'il a dit. Il y a eu le Covid et après il y a eu les émeutes. Donc je sais que ça n'a pas été facile pour eux. Mais on est content de réouvrir, on est content de retrouver tout le monde aussi, donc c'est cool. Ça nous tenait à cœur et tous les gens qui nous ont soutenus aussi, ça nous a fait plaisir de les retrouver à l'ouverture, ils étaient tous là, ils nous ont tous encouragés et tout, donc c'était super gentil, quoi. Nonoï, Roué et Pido qui sont là, eux ils sont concentrés que sur la cuisine chaude, tempura, les nouilles sautées aussi. Et le teppanyaki, c'est la plancha qui est là-bas. Donc, c'est des légumes sautés avec viande, crevettes. Là, c'est les sushiman. Il y a June, Edwin et Rayman. Donc, il y en a un qui est concentré plus sur les nigiri. Nigiri, c'est les sushis canapés avec le riz et le poisson au-dessus. Et les deux, ils font les maki. Depuis que je suis née, quoi, ils sont là. Donc, ouais, ils ont grandi avec nous. Ils nous ont pas lâchés. Toute l'équipe en cuisine les a suivis pour cette nouvelle aventure, comme Waila, qui était déjà employée par la famille Tomiyama avant les émeutes. Hola. Ah, bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Ils m'ont appelé pour reprendre ici, pour l'ouverture, et puis je suis très contente. On s'entend bien, on travaille en équipe, c'est comme à la maison. On attendait désespérément la réouverture et on est content.
qu'est-ce que vous avez pris? Alors, des gyoza et des makis et une soupe miso. Et vous aimez bien la nourriture japonaise? Oui, mais du coup je vais goûter. Une passion qui peut à nouveau être partagée, non sans crainte, mais avec l'espoir d'un avenir meilleur. Près de 10 jours après la fête de l'avocat, le comité organisateur a fait son bilan. Ce fut le premier gros événement culturel et touristique tenu sur Néngoni depuis le 13 mai 2024. Pour le comité et cette apicultrice rencontrée lors de la fête, le faible afflux touristique était bien marqué. C'est pas pareil, mais cette année c'est différent. L'année dernière, j'ai apporté beaucoup, c'est tout était tous les ans, presque une retombée directe de 7 ou 8 millions au niveau du marché, au niveau des stands de restauration qui cette année a été à 5 millions. D'habitude, ça va jusqu'à 9 à 10 millions. Chaque année, c'est plus de 100 packages voyages et accueils chez l'habitant qui sont vendus. Pour cette 32e édition, malgré le contexte, 36 touristes ont pu bénéficier de ces forfaits. 36 personnes, c'est une personne à chaque fois, c'est quelqu'un. Donc cette personne-là, il a quand même sa petite part qu'il ramène sur l'île. Donc c'est quand même quelque chose pour nous de très important, une personne, deux. Il y a aussi d'autres visiteurs qui sont déjà là sur l'île en attendant la fête de l'avocat, déjà une semaine, 2 semaines à l'avance sur l'île. C'est pas juste le comité qui bénéficie de cette fête, c'est toute l'île de Marais en fait. Parce que tu as tous les gîtes, les voitures de location qui sont tout pleines. Pour cette édition 2025, l'organisation a mis en avant les échanges humains pour s'éloigner du stress lié au contexte économique et social du pays, ce qui a séduit ces touristes rencontrés durant l'événement. On pensait que c'était l'opportunité parfaite du coup pour visiter et pour connaître un peu plus la culture locale. Je n'ai pas vécu les événements et sinon moi je n'ai pas du tout senti la sécurité. On était super bien accueillis. Ouais, très bien accueillis par les gens. Voilà, les gens étaient très sympas, nous demandaient pourquoi on était là, si ça nous a plu, etc. Dans son bilan, le comité avocat espère s'appuyer sur son modèle d'événement pour amorcer une reprise du secteur touristique et événementiel sur Néngoni. Pour cette 32e édition, elle a pu s'appuyer sur la visite du ministre des Outre-mer.